Et bonjour à toutes et à tous, ceci est la première vidéo d'une série de vidéos que je vais sortir sur ma chaîne sur la Russie et la guerre en Ukraine. Alors d'abord, pourquoi ce sujet me tient autant à cœur et qui suis-je pour vous en parler? Je m'appelle Sylvain Cavalier, j'ai 34 ans, dans la vie je suis juriste, j'ai un master en sécurité internationale et défense, je suis aussi passé par l'Institut des hautes études de défense nationale, j'ai étudié à l'université Finex Saint-Pétersbourg en Russie, pour un master de droit international, là aussi. Bref, je parle aussi le russe. Да, я говорю по-русски, и неплохо, я бы сказал. J'ai d'ailleurs voyagé pendant plusieurs mois dans les villes de l'Est russe par le transsibérien, j'ai été en couple avec une femme russe pendant 7 ans, etc., etc., bref. Oui, je connais plutôt bien la Russie, et j'ai longtemps admiré sa culture, sa langue, son histoire, etc. Et oui, ça va peut-être choquer certains d'entre vous qui me connaissent de par Twitter, mais oui, à la base, j'aime la Russie. Mais tel n'est pas le cas, évidemment, de son régime politique et de sa guerre en Ukraine. Il faut que vous compreniez que si ce sujet me tient tant à cœur, c'est parce que cette guerre m'a touché personnellement, finalement. J'ai des amis relativement proches qui ont vu leur vie bouleversée par ce conflit. J'ai un de mes amis avec qui j'ai passé le nouvel an 2020 à Saint-Pétersbourg, qui a été mobilisé de force au front. J'ai d'autres amis qui ont dû s'enfuir parce qu'ils avaient été fichés comme activistes ou autres, juste parce qu'ils manifestaient contre la guerre. À travers cette série de vidéos sur la Russie, j'aimerais vous renseigner au mieux sur ce pays que beaucoup commentent, malheureusement sans trop le connaître, sur les réseaux sociaux, et je parle aussi bien d'ailleurs de ceux qui le critiquent que ceux qui le soutiennent. Alors par contre, je préfère être transparent avec vous dès maintenant. Je suis totalement opposé à Poutine, et tous mes amis russes le sont aussi d'ailleurs, comme la plupart des jeunes étudiants de Saint-Pétersbourg d'ailleurs. Mais j'aimerais vous démontrer au cours de ces vidéos que j'ai de très bonnes raisons d'avoir cette opinion, en toute connaissance de cause, sans suivre ou répéter l'avis de qui que ce soit, en connaissant très bien ce pays et les enjeux géopolitiques en présence. J'espère donc que vous saurez au moins entendre ce point de vue. Je vais découper cette série de vidéos en 10 parties. 1. La Russie est-elle une dictature? 2. Vit-on mieux en Russie qu'en France? 3. Quelles sont les relations entre la France et la Russie? 4. Pourquoi la guerre en Ukraine? 5. Y a-t-il un problème de nazisme en Ukraine? 6. Guerre en Ukraine, propagande et théorie du complot. 7. Les sanctions contre la Russie sont-elles efficaces? 8. La propagande russe en Europe et aux USA. 9. La propagande russe en Afrique. Et 10. Quelle solution pour la fin de la guerre? Vous l'aurez compris, nous sommes donc ici dans la première vidéo de cette série, et le thème est peut-on dire que la Russie est une dictature? Pour répondre à cette question épineuse, je pense que nous devons d'abord nous mettre d'accord sur une définition du mot dictature, et donc en définir les critères. Alors bien entendu, je parle du sens actuel du mot dictature, pas du sens de la romantique ou autre. Si on voulait être vraiment tatillon sur les termes, on parlerait plutôt de tyrannie, mais bon, peu importe, on n'est pas là pour faire une thèse de philo. Donc selon moi, une dictature au sens actuel du terme, c'est un régime politique absolutiste, dirigé par un seul leader fort et charismatique, sans alternance du pouvoir, qui ne garantit pas d'élections libres, qui réprime ses opposants politiques, qui repose sur un culte de la personnalité du dirigeant, qui ne permet pas aux citoyens de s'exprimer librement et dans lequel les médias et la justice ne sont pas indépendants du pouvoir politique. Et maintenant nous allons donc examiner tous ces critères successivement. Alors d'abord, y a-t-il un pouvoir absolu de Poutine? Vladimir Poutine est au règne du pouvoir depuis décembre 1999, soit plus de 23 ans. Ce qui est une forte longévité pour un chef d'État. Seule une dizaine de chefs d'État au monde dépassent cette durée, dont son vassal Loukachenko de Biélorussie qui en est à 28 ans au pouvoir. Alors certes, il y a eu une petite parenthèse de 4 ans, de 2008 à 2012, où Poutine a dû alterner avec son bras droit Medvedev à cause de la constitution russe qui empêchait à Poutine de se représenter aux élections une 3e fois. Mais beaucoup de spécialistes estiment que c'est bien Poutine qui détenait la réalité du pouvoir pendant cette période. Et à son retour officiel, il a d'ailleurs fait en sorte de modifier la constitution pour ne plus avoir ce problème.
Quand il décide d'une loi, la Douma, le parlement russe, la vote bien souvent sans discuter, voire même à l'unanimité, y compris par ceux qui se présentent comme ses opposants. Ainsi, le 22 février 2022, quand la Douma vote l'invasion de l'Ukraine, il y a 400 voix pour et 0 voix contre, afin de ne pas contrarier la volonté de Poutine. Il faut dire aussi que la constitution russe de 1993, inspirée du modèle gaulliste français, la possibilité de voter des décrets-lois présidentiels voilà, qui ont force de loi, ça a beaucoup aidé Poutine au fil du temps à concentrer petit à petit tous les pouvoirs entre ses mains, entre les mains de l'exécutif. Poutine n'a cependant pas un pouvoir totalement absolu en Russie, il le partage en partie avec ses conseillers les plus proches dans les domaines sécuritaires, ceux que l'on appelle les siloviki, les dirigeants des pouvoirs militaires et policiers en Russie. Il s'agit notamment du ministre de la Défense, Shoigu, du directeur du FSB, Alexandre Bortnikov, le secrétaire du Conseil de sécurité, Nikolai Patrouchev, et d'autres. On pourrait aussi citer Yevgeny Prigojine depuis qu'il a pris la tête des mercenaires de Wagner. Il y a bien aussi le clan des technocrates et le clan des libéraux qui ont encore une petite influence sur le pouvoir russe, mais dans l'ensemble, ils doivent presque tous leur place à Poutine et ils lui sont fidèles. Alors y a-t-il des élections libres en Russie ? En Russie, État fédéral, il y a bien des élections fédérales, des élections régionales et des élections municipales. Mais en réalité, tout est fait pour assurer la victoire de Poutine et de ses soutiens. En 2012, après que de nombreuses falsifications des scrutins aient été prouvées, notamment par des vidéos avec des bourrages d'urnes, des milliers de Russes sont descendus protester dans les rues, ce qui arrive assez peu souvent pour le noter. Là, j'apporte une plainte de médecins qui vont être forcés de voter dans leur hôpital. On leur demande de photographier leur bulletin et donc le nom de leur candidat, puis de montrer cette photo à leur supérieur. Et si ce n'est pas le bon, ils seront sanctionnés. Le pouvoir russe avait réagi suite à ça, en influant ensuite sur les élections de manière un peu plus subtile, un peu moins voyante, notamment en mettant en place des filtres en amont des élections, par exemple en obligeant les candidats à avoir des parrainages d'élus qui sont déjà en place. C'est ainsi que le maire de Yekaterinbourg, Yevgeny Roizman, qui était pourtant très populaire, n'avait pas pu se présenter aux élections de gouverneur de région en 2017. В Екатеринбурге задержан бывший мэр Евгений Ройзман. Против него возбуждено уголовное дело о дискредитации армии. Et même quand un candidat ou un parti obtient ses parrainages, il arrive que les autorités russes trouvent des moyens, des prétextes pour refuser quand même qu'il se présente aux élections. De plus, les candidats qui ne sont pas proches du parti de Poutine subissent tout un tas de pressions plus officieuses, comme des campagnes de diffamation, des blocages bancaires pour les empêcher de lever des fonds, l'impossibilité de se montrer dans les médias. Alors, y a-t-il une opposition politique au pouvoir en place en Russie ? L'opposition politique en Russie a beaucoup évolué au cours du temps. La vie politique russe s'est libéralisée d'un coup à partir de 1990 avec la fin du parti unique. Ils étaient 190 partis politiques en l'an 2000, puis avec l'arrivée de Poutine et le durcissement des règles, ils sont passés en un an à seulement 7 partis politiques. Alors, à partir de 2012, Poutine permet à nouveau à des petits partis politiques d'émerger, mais ils sont souvent très encadrés, voire même parfois lancés par des soutiens de Poutine, exprès pour diviser les voix des contestataires. De plus, la création d'un nouveau parti doit toujours être validée par les autorités officielles. C'est ainsi que l'opposant anti-corruption Alexei Navalny, très populaire auprès de la jeunesse russe, s'est vu refuser l'enregistrement de son parti, le Parti du Progrès, puis il a été empoisonné au Novichok, et quand il est sorti de l'hôpital, il a été envoyé en prison. L'opposant Boris Nemtsov, qui était un homme politique libéral influent, qui était gouverneur de région, qui était leader du Parti de la Liberté Populaire, qui était de plus en plus écouté par la population russe, et qui travaillait aussi sur un rapport sur la présence de l'armée russe en Ukraine, un fait qui était caché et nié par Vladimir Poutine, a été assassiné par balle sur un pont à Moscou en 2015 avec son épouse. Et Ilya Yashin, un autre opposant à Poutine, qui a publié ce rapport à partir des notes de Boris Nemtsov, a été emprisonné en 2022. À la Douma, le parlement russe, il n'y a que 4 partis représentés. Le parti de Poutine, la Russie unie, il y a aussi le parti communiste, le parti libéral et Russie juste. En réalité, il s'oppose très rarement aux décisions de Poutine et aux lois de Poutine et de son parti, et même la plupart du temps, ils les soutiennent à l'unanimité. Ça n'a pas toujours été comme ça, figurez-vous que dans les années 90, il existait encore des moyens de pression du législatif sur l'exécutif,
et la Douma avait parfois fait des actions contre l'exécutif, par exemple contre Boris Eltsine en 1999, ils avaient carrément lancé une procédure de destitution. Et c'est pourquoi Vladimir Poutine a progressivement retiré à la Douma toute possibilité d'exprimer une contestation, notamment en réformant dans les années 2000 le processus électoral et l'enregistrement des partis politiques. Un contre-pouvoir important était le Conseil de la Fédération, qui représentait les régions, la Russie étant une fédération. Les gouverneurs de région et les assemblées régionales étaient un fort contre-pouvoir au pouvoir exécutif fédéral. C'est pourquoi Poutine a également réformé son fonctionnement en remplaçant les élections régionales par des nominations directes des représentants régionaux par Poutine. Maintenant, y a-t-il un culte de la personnalité ? Vladimir Poutine s'est beaucoup montré dans des positions d'homme fort pour plaire à la population russe et on a tous vu tourner ces images de lui torse nu, pilotant un avion ou combattant au karaté. Des chansons sont écrites en son honneur, vantant sa virilité et sa sobriété. Bah quoi ? Que dire de plus ? Un livre des meilleures citations de Poutine a même été distribué à tous les fonctionnaires russes en 2015. Il y a une réelle personnification du pouvoir en Russie, qui permet à Poutine de se présenter comme le seul véritable leader possible, sans alternative possible. Et d'ailleurs, à force, beaucoup de gens sont fascinés par Poutine, y compris à l'étranger. Et figurez-vous que parfois, certains de ses admirateurs en Russie font même du zèle, et vont jusqu'à vouloir lui ériger des statues, des mosaïques, voter des lois en son honneur, etc. Mais ce sont des dérives que Poutine évite généralement pour ne pas trop rappeler aux gens l'époque de Staline. Il a même fait démonter en 2020 une mosaïque qui avait été créée en son honneur. Donc personnification du pouvoir en Russie, clairement oui, mais on n'est pas non plus dans un culte de la personnalité à la soviétique. La justice est-elle indépendante ? La constitution russe prévoit officiellement la séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires. Les juges bénéficient de mesures qui les rendent inamovibles et indépendants, en théorie comme en France. Mais dès son arrivée en 2000, Poutine change le statut des juges, prévoit de nouvelles possibilités d'action contre eux, par exemple par le biais de la commission de qualification, et ils sont également sélectionnés sur des critères politiques. Et même si les juges en Russie restent relativement indépendants sur la plupart des affaires du quotidien, ils reçoivent beaucoup de pression et de corruption dès lors qu'une affaire touche au pouvoir russe ou aux oligarques. Et il y a eu plusieurs exemples de grosses pressions contre les systèmes judiciaires, par exemple en 2003 avec l'affaire Yukos contre l'oligarque Khodorkovsky, ou encore l'affaire des manifestants de la place Bolotnaya en 2012. Navalny, le principal opposant à Poutine, a vu fleurir contre lui des tas de procès, notamment en corruption, dès qu'il a commencé à parler de mettre fin à la corruption en Russie. Et dans les procès entre hommes d'affaires russes, ceux-ci préfèrent largement choisir en général les juridictions d'arbitrage ou les juridictions occidentales pour éviter d'avoir affaire aux juridictions russes et à ses incertitudes et sa corruption. Et d'ailleurs, le pouvoir russe a fini par supprimer la Cour suprême d'arbitrage en 2014 en le faisant fusionner avec la Cour suprême russe. Maintenant, y a-t-il une indépendance des médias ? Il y a eu une courte période dans les années 90 en Russie où les chaînes de télévision pouvaient dire à peu près ce qu'elles voulaient. Mais avec l'arrivée de Poutine, là encore, la situation a commencé à se compliquer. En 2001, la chaîne de télévision NTV est obligée de fermer suite à sa critique des actions de l'armée russe en Tchétchénie. Il y a quelques rares médias indépendants qui ont subsisté jusque récemment comme Echo de Moscou, Novaya Gazeta ou Dost, mais ils ont été sans arrêt harcelés par les autorités avec des refus d'autorisation de diffusion, des enquêtes fiscales et autres intimidations permanentes. En quelques années, une vingtaine de journalistes sont assassinés en Russie, dont la plus connue reste Anna Politkovskaya, une femme humaniste admirable, très intelligente, militante des droits de l'homme, qui a fait beaucoup pour aider les victimes de la guerre et qui venait d'écrire un livre contre Vladimir Poutine en septembre 2006. Et elle a été assassinée quelques semaines plus tard, le 7 octobre 2006, jour d'anniversaire de Poutine. Elle travaillait pour le média indépendant Novaya Gazeta, qui a d'ailleurs fermé récemment à cause de la guerre en Ukraine. C'était le dernier média indépendant du pouvoir en Russie. Lors de ces derniers articles, il y avait tellement de contraintes qu'il ne faisait parfois que fournir le nom du lieu et des photos, sans aucun article d'analyse et sans le nom du journaliste qui écrivait pour ne pas risquer de sanctions judiciaires ou administratives. Mais leur travail devenant impossible, ils ont dû fermer.
et la dernière radio indépendante et critique du pouvoir en Russie était Echo de Moscou. Elle était suivie par 1,5 million de personnes, dont 600 000 rien qu'à Moscou. C'était la radio la plus écoutée de Moscou pendant un temps. Cependant, là encore, avec la guerre en Ukraine, cette radio a commencé à devenir gênante pour les autorités russes, car elle racontait un peu comment se passait la guerre, ce qui a entraîné sa liquidation le 3 mars 2022. L'organe russe de contrôle des médias, Roskomnadzor, s'est vu attribuer de plus en plus de pouvoir dans le contrôle et la sanction des médias, notamment avec des nouvelles lois sur l'extrémisme, sur les fake news, sur la moralité, les enfants, etc. Et il n'y a plus aujourd'hui de médias indépendants en Russie. Ils sont tous contrôlés directement ou indirectement par les autorités russes. Et les médias russes que vous connaissez, RT et Sputnik, ont été créés spécialement pour l'influence de l'opinion publique étrangère et sont pilotés directement par l'organe de propagande du Kremlin, Rossiya Сегодня. Et enfin, la liberté d'expression, bon alors vous l'aurez compris, la liberté d'expression elle est vaguement tolérée en Russie tant qu'il n'y a pas de critique du pouvoir. Mais en fait, il y a maintenant tellement de lois complètement floues et difficiles d'interprétation sur le sujet que, en fait, il est globalement possible d'arrêter n'importe qui, n'importe quand pour n'importe quoi. D'ailleurs, cette petite séquence sur un média russe pourtant soumis au pouvoir en place résume assez bien la situation ubuesque dans laquelle se trouvent parfois les commentateurs et journalistes malgré toute leur bonne volonté pour obéir aux autorités. Значит, если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Но объясню почему. Если я поддерживаю это решение и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В нашем Уголовном кодексе это статья 280, часть 1. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы. Если я не поддерживаю это решение, я считаю, что Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон, это публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил. Та же самая 280 статья, только часть 3. Срок лишения свободы приблизительно такой же. Я в тюрьму не хочу. Poэтому сейчас мы посмотрим сюжет, а потом мы предоставим слово нашим уважаемым экспертам. Et même sur Internet, donc Roskomnadzor surveille également Internet avec son organe Runet. Et il est très difficile de s'y exprimer librement depuis 2014. Une série de lois, soi-disant sur le terrorisme, les fake news, la protection des enfants, etc., ont permis petit à petit de bloquer tous les sites internet gênants pour le pouvoir. Plusieurs sites internet d'information comme Granny, Lenta ou Kasparov.ru ont été clôturés et beaucoup d'internautes sont arrêtés par la police et envoyés en prison pour des images ou des posts désobligeants envers le pouvoir. Le Facebook russe, Vkontakte, a commencé à avoir une audience énorme, et comme son créateur Pavel Durov refusait de donner toutes les informations sur ses utilisateurs aux autorités, celui-ci a été forcé de partir de la direction du groupe, et il a donc créé en réaction un réseau social plus sécurisé qui s'appelle Telegram, et qui est aujourd'hui beaucoup utilisé par les opposants à Poutine. Il faut dire que Vkontakte est aujourd'hui très surveillé, et il n'est pas rare de finir au poste de police pour une publication polémique. La Russie est également le pays au monde qui fait le plus de demandes de déréférencement de sites internet à Google. Selon l'indicateur Freedom House sur la liberté sur internet, la Russie est passée de partiellement libre en 2012 à non libre en 2016 en seulement 5 ans. Pourtant, un sondage du centre Levada en 2016 indique que 60% des Russes sont plutôt favorables à cette censure sur internet. Ensuite, il est également très difficile de manifester en Russie. Les manifestations sociales de 2011-2012 suite aux fraudes électorales en Russie ont laissé un souvenir amer aux autorités russes qui ont mis en place des mesures de plus en plus restrictives sur la liberté de manifester. Les Avtozaki, sortes de bus aménagés des forces anti-émeutes OMON, permettent ainsi d'embarquer plusieurs centaines de manifestants très rapidement au besoin. Et cela peut vite coûter très cher aux manifestants. Par exemple, il y a 3 manifestants anti-mesures sanitaires au Covid-19 en Russie qui ont pris entre 8 et 10 ans de prison. Ce qui n'est jamais arrivé en France. Avec le début de la guerre en Ukraine en février 2022, là encore, des manifestations ont commencé à émerger dans les grandes villes russes, mais elles ont été rapidement réprimées. Et pareil pour les manifestations suite à la mobilisation forcée décidée par Poutine. Il est même devenu impossible d'agiter simplement un panneau dans la rue sans être immédiatement arrêté. Dans cette séquence vidéo, par exemple, une femme montre un panneau où il est juste écrit 2 mots. Et elle est arrêtée.
Et certains se sont même fait arrêter pour avoir fait semblant de tenir des panneaux, oui, juste en mimant le geste. Et enfin, depuis la guerre, une nouvelle loi sanctionne de 15 ans de prison toute information qui discréditerait l'armée russe. En gros, absolument toute information qui va contre le narratif des autorités officielles. Il faut même pas utiliser le mot guerre, par exemple, si vous êtes blogueur, sinon vous risquez jusqu'à 15 ans de prison. Et même les mots niet vojnie, non à la guerre, sont considérés comme étant de l'extrémisme, et donc tombant sous le coup des lois contre l'extrémisme, etc. D'ailleurs, le féminisme aussi est perçu comme étant de l'extrémisme en Russie. Bref, vous l'aurez compris, si l'on fait le bilan des différents critères, nous sommes bien loin de la France en termes de liberté, de démocratie, etc. Même si on n'en est pas encore non plus à un contrôle total de la population comme en Chine. Mais il faut cependant garder à l'esprit que la démocratie et le pluralisme d'opinion n'est pas forcément quelque chose d'essentiel pour la majorité des Russes. C'est du moins ce que révèlent différents sondages sur le sujet, ils recherchent avant tout la stabilité. Il faut comprendre que pour les Russes, la démocratie, le libéralisme sont associés au chaos économique et social des années 90, où la situation en Russie était très instable suite à la chute du communisme. Cette période a vraiment traumatisé les Russes. La libéralisation subite de l'économie a entraîné une forte inflation, une perte de l'épargne et une détérioration brutale du niveau de vie des Russes. Sur plusieurs années consécutives, les oligarques et la mafia ont pris le pouvoir en Russie, notamment les reines de l'économie, et ont amassé des sommes colossales, ce qui a été perçu évidemment comme, à juste titre, comme injuste par la population russe. Et ce, sans parler de la dislocation du pays, avec tous les pays de l'ex-URSS qui commençaient à reprendre leur indépendance. Il y a eu à ce moment-là, pour les Russes, une vraie sensation de perte de puissance, de perte d'influence à l'international. Là-dessus, Poutine est arrivé pile à la fin de cette crise, et a pris encore des mesures pour renforcer la stabilité économique et sociale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même s'il s'est accaparé tous les pouvoirs et qu'il laisse peu de liberté à son peuple, une majorité de Russes est rassurée d'avoir sa présence à la tête de l'État et ils sont finalement plus inquiétés par l'instabilité que générerait possiblement son absence. Et ce, notamment parmi les Russes de plus de 50 ans qui soutiennent Poutine dans leur écrasante majorité. Et la jeunesse russe, elle, aspire un peu plus au changement et commence à admirer des figures libérales comme Navalny, qui n'ont cependant pas la possibilité de se présenter aux élections ni même de diffuser leurs idées. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, vous savez comment ça marche. De plus, si vous voulez soutenir mon travail, étant donné que mes vidéos sur la Russie portent sur un sujet polémique et que la plupart seront toutes démonétisées par YouTube dès leur sortie, elles ne me rapporteront rien, donc vous pouvez aussi me soutenir par un petit don sur Tipeee, aussi petit soit-il, ça m'aidera de toute façon. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons des conditions de vie en Russie, les salaires, le chômage, la santé, etc. Vit-on mieux en Russie qu'en France? Allez, merci et à bientôt les sceptiques des étoiles.